Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Brigitte, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Francis. Merci pour l'invitation. Fait plaisir. Merci à toi d'être là. Je suis bien excité de t'avoir aujourd'hui. Ça fait quand même un bon bout que je te suis, ce que tu fais sur les réseaux. Puis j'adore ça, fait que j'ai bien hâte de parler avec toi. Mais avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas Brigitte Marchand, j'ai fait une bonne introduction quand même de ton parcours parce que tu as fait beaucoup de choses. Brigitte est une pharmacienne propriétaire, t'es conférencière aussi québécoise, reconnue pour son approche holistique de la santé et évidemment ton engagement communautaire parce que tu t'impliques dans plein de choses de philanthropie. T'as fondé la clinique Santé Voyage Horizon et Services infirmiers en 2009. En 2013, t'as reçu un super de beau prix IJ de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Ensuite, tu as reçu un titre en 2019, le titre Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui est un titre très prestigieux. Ensuite, en 2011 à 2017, tu as été présidente du Cercle du doyen de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Tu es évidemment créatrice de contenu sur un peu partout. Tu as siégé sur plusieurs conseils d'administration dans ta carrière. Tu fais beaucoup de recherches. Ça aussi, on va en parler aussi tout à l'heure. Et tu es également fondatrice et PDG de Cap Apogée ID, qu'on va parler tout prochainement. Et évidemment, tu es une figure influente dans le domaine de la santé intégrative, que tu combines beaucoup ton expertise pharmaceutique avec l'approche centrée sur le bien-être global et la transformation personnelle. Quel beau parcours, Brigitte! Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? En fait, Francis, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment été motivée par mes valeurs profondes. Hein. C'est sûr que l'environnement aussi familial joue un rôle. Hein. C'était beaucoup la santé chez nous et aussi l'influence de la lecture, hein, l'histoire, la littérature. Donc, tout ça a fait en sorte que j'étais une boule de curiosité hein, qui m'amenait à faire des recherches, à toujours aller plus loin dans la connaissance de l'humain. Et ce qui a fait que ça a beaucoup allumé chez moi la volonté de reconnaître toutes les valeurs qui peuvent animer l'individu dans sa quête personnelle. Donc, c'est sûr que pour moi, le domaine de la santé était comme le pivot. Pourquoi la pharmacie? Ouais. Est-ce que je sais que c'est quelque chose? Je m'en allais là après. Ouais. Pour moi, c'était une façon de jumeler tout l'aspect de comment le système atomique, quand les molécules se forment puis peuvent influencer la pharmacognosie, la nature dans toutes ses formes. Il y a un aspect très recherche, très concret. Puis en même temps, le contact avec les individus qui est quand même très présent dans la pratique. Mais c'est aussi beaucoup tout l'aspect qu'on peut être en communauté d'affaires. Tu sais, dans le sens que on est dans une structure qui nous amène à se développer dans toute cette compréhension. Fait que moi, ça me permettait de jumeler plusieurs aspects de ma vie qui me motivaient, tu sais, parce que je voulais être une femme d'affaires aussi, tu sais, puis avoir un impact dans mon leadership pour pouvoir inspirer les autres autour de moi, tu sais, parce que les valeurs humaines vont toujours rester à la base. Ça, c'est sûr. Évidemment. Puis tu parlais avant l'entrevue, on parlait de leadership conscient. J'aimerais ça que c'est quoi pour toi, ça, le leadership conscient? Quand je pense être un bon leader, c'est sûr que c'est un défi au quotidien. Hein? Tu sais, on a tous nos façons d'être, puis c'est toujours d'être dans une attente de dire comment moi je peux être une meilleure personne dans ma pleine potentialité pour inspirer les autres à devenir aussi la meilleure version d'eux-mêmes. Fait que quand on est dans cet esprit, on essaie de dire moi, je veux être quelqu'un qui va être un beau modèle, qui va pouvoir aussi amener l'autre à aller chercher et puiser à l'intérieur de toutes ses facultés
ses capacités. C'est pas toujours facile parce que quand on gère des groupes d'individus puis des équipes puis des situations qui sont parfois perturbantes, hein, parce que dans le quotidien, hein, c'est pas le long fleuve tranquille. Non. Il y a des grandes vagues qui viennent ça. là-dedans. Fait que c'est de rester toujours centré puis d'être la personne sur lesquelles les gens vont pouvoir avoir une épaule, soit pour s'appuyer dans le sens figuré, mais sauf pour la famille, là. Ouais. mais tu sais, dans le sens aussi de l'écoute, tu sais, d'être dans la présence attentive, ce qui est pas toujours évident. Ouais, parce que ça, tu peux entendre, tu peux comprendre, tu peux être présent. Il y a plein de sphères à l'écoute, là. C'est quand même quelque chose qui semble toujours facile d'écouter, mais c'est un gros défi souvent, là. Fait que dans l'esprit du leadership conscient, j'imagine que toi, ce que tu fais aussi, c'est le désir de faire évoluer la personne personnellement et professionnellement. Ça doit être ça. Ben, c'est d'aller chercher chez l'individu qu'est-ce qui va l'inspirer et dans sa compréhension de qu'est-ce qui va l'amener à être dans une meilleure propulsion. Parce que, tu sais, on est tous des êtres énergétiques. Oui. Hein, on a un champ électromagnétique qui fait en sorte que notre influence, elle est aussi souvent non-verbale. Fait que c'est pour ça qu'on parle du savoir-être et le savoir-faire. Donc, c'est pas nécessairement dans l'utilisation des mots, mais c'est tout le langage corporel. C'est pour ça que moi, je vais beaucoup travailler les sens, parce que je crois que tout passe par le corps. Donc, quand on parle de leadership conscient, pour moi, ça fait partie de toutes ces sphères-là. Puis je crois que chaque individu, dans sa pleine potentialité, en développant des aptitudes avec ses sens, puis des fois, ça va les amener, par exemple, à faire des exercices. Par exemple, de dire, pourquoi pas faire de la danse? C'est quelque chose qui t'animait quand tu étais plus jeune. Tu sais, on essaie de trouver des astuces pour que la personne reconnecte avec son aspect créatif. Puis souvent, la créativité, puis Einstein le disait. Einstein disait ne jamais oublier de faire travailler sa créativité, son imagination, parce que ça va faire partie d'un leader qui va avoir vraiment tout un aspect 360 de toutes les sphères dans lesquelles il peut évoluer. Ouais, puis je pense aussi que dans la créativité, les gens qui perdent un peu le sens, tu sais, de la vie, c'est un peu ça aussi que tu dis, là, le retour aux sources de qu'est-ce que t'aimais quand t'étais jeune, qu'est-ce que t'avais du plaisir de retrouver ça, tu retrouves un sens aussi à ta vie après ça, tu sais. C'est parce que c'est facile, hein, à un moment donné, on est pris dans un schème de vie où on a de la difficulté à sortir de nos balises, mais c'est nous-mêmes qu'on les crée. Fait qu'en sachant ça, puis en ayant un bon accompagnement, ça permet d'avoir un recul. Et à ce moment-là, l'individu, il peut faire des meilleurs choix. Puis moi, c'est pour ça que j'utilise beaucoup tout ce qui est créatif. Tu sais, il y en a, ça va être plutôt l'écriture, dessiner, puis aussi la position debout. Moi, des fois, je dis aux gens, si vous voulez être un bon leader, il faut vous pratiquer votre position debout. Parce que ça donne pas la même prestance, la même carrure. Et des fois, faites des rencontres debout. Pourquoi pas? Tu sais, c'est d'être dans la modulation de pas toujours faire les choses de la même façon. Puis ça va être surprenant comment les équipes, ils vont être réceptives et ils vont avoir du plaisir. Puis de générer le rire. Ça, là, c'est bien important, Francis. Ça prend ça dans toutes les sphères. Fait qu'un bon leader, faut qu'il fasse rire. Oui. Ben, c'est vrai, c'est la base de la vie, pareil, de rire, tu sais, puis d'avoir du plaisir. Puis que ce soit personnel ou professionnel, je pense que le plaisir est vraiment important. Tu sais, même nous, là, il y a une valeur qui est le bonheur ici dans l'entreprise. Puis c'est un peu ça, là. C'est que si t'es pas dans le bonheur, faut trouver pourquoi, parce que tu seras pas bien dans cet environnement-là. Tu sais. Ça se sent d'ailleurs quand on arrive ici. Ah ouais? Oui, félicitations. Merci. Ça pétille de partout. Ouais, fait que, tu sais, quand moi, pour revenir donc à la question de leadership conscient, c'est tout ça. Hein? Et
ce qui est aussi fondamental pour moi, puis ça fait partie de mes sujets de conférence, je parle de la gratitude. Souvent, les gens sont comme un peu étonnés. Mais tu sais, quand tu analyses tout ça, puis même maintenant en neurosciences, il y a même des grands PhD en neurosciences qui en parlent maintenant, puis ça me fait toujours sourire parce que je me dis, ah bon, ben, je suis pas la seule qui flash là-dessus. C'est qu'on se rend compte que si on a tous les jours un sentiment de gratitude. Alors, il y a plusieurs façons d'aller chercher cette émotion. Si tu veux, on pourra en discuter un petit peu plus loin. Ça va générer tout un système neurophysiologique qui va réanimer le sentiment d'honorer sa vie. Et ça, c'est quelque chose que électromagnétiquement, les autres vont ressentir. Ah ouais, puis quand tu parles de gratitude, ben, il y a plein de façons de faire des gratitudes, puis être dans la gratitude, c'est un peu différent. Est-ce que, tu sais, les fameux fais 3 gratitudes, mettons, par jour, qui est une bonne base, est-ce que c'est suffisant pour faire justement une réaction dans ton corps ou faut que tu sois en gratitude envers la vie à travers toute ta journée, entre guillemets? Toutes ces pratiques-là, c'est bien. Oui, c'est ça. Oui. Tout est bon. Oui, tout est bon. Tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps. Tu sais, des fois, ça peut être juste 5 minutes. Quand on dit pratiquer, par exemple, la gratitude, les 3 mots qui vont te venir à l'esprit, ça, c'est quelque chose que tu fais pour soi. Mais il faut toujours dire que ça va laisser une trace dans ton système d'homéostasie. Et quand on veut l'exprimer à autrui, ben là, c'est une autre forme de pratique. Des fois, ça peut être dans une relation d'aide. Des fois, ça peut être dans une relation de rehaussement de la personne dans ses capacités parce qu'on sent que la personne, par exemple, est prise devant un problème. Puis ça peut être aussi dans le contact avec autrui pour l'amener à avoir un regard différent autour de lui. Fait que mais c'est toujours dans l'esprit de faire naître un sentiment de joie. Tu sais, gratitude, la joie. Puis même on dit maintenant en psychospiritualité que ça devrait être ça comme la recherche fondamentale de l'être humain. C'est quand même... De trouver cette gratitude-là à travers toute ta vie. Oui. Parce que c'est ça, pour moi, être dans la gratitude, j'ai l'impression c'est que t'es souvent là-dedans. Tu sais, tu sors dehors, waouh, il fait soleil, c'est bien le fun, merci pour ce beau soleil. Puis tu fais plein d'affaires comme ça. J'imagine que plus t'es comme ça, plus il y a un impact dans ton corps aussi. Ah oui, ça c'est sûr, sûr. Puis tu sais, quand quelqu'un change dans son processus de compréhension, puis que la personne a un regard sur elle-même, disons quelques années auparavant, où elle était souvent marabout, où elle souriait pas souvent, les gens, ils vont rire d'eux-mêmes, tu sais. Mais ça, c'est bon aussi. Quand on est capable de rire de soi, on dit que là, on a franchi une étape. Hein? Ouais, c'est ça. On a comme un épanouissement, je dirais. Ouais. Puis tu dirais quoi à quelqu'un, parce que, petite mise en contexte, nous les vendredis, on appelle ça les Win Friday. Fait qu'au bureau, on se rassemble tout le monde en bas, puis on dit chacun c'est quoi notre fierté de la semaine. Puis il y a quand même, c'est quand même dur pour plusieurs personnes de trouver une fierté ou une gratitude dans ta semaine. Comment faire pour amener les gens à être conscients de ça? Souvent, les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir cette réflexion d'eux-mêmes, où il peut y avoir une certaine gêne aussi. Puis c'est d'amener la personne à dire, mais tout ce que tu as fait, c'est grandiose. Fait que c'est d'amener l'individu à dire, ben parle-nous juste d'une petite réussite. Quelque chose que, quand tu l'as réalisé, ça a pétillé en toi. Tu sais, t'as dit, hey, j'ai fait ça, c'est-tu extraordinaire? Ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être amical, mais il y a toujours quelque chose que l'individu peut aller puiser en lui dans sa dernière semaine qui va lui faire réaliser qu'on est toujours dans la relation. Puis il y a des moments d'exception. Tu sais, la gratitude, c'est l'exception qui va faire que on va jaillir toute la puissance de la joie, souvent dans la relation. Mais quand on dit relation, c'est avec autrui, mais c'est avec soi-même. Parce que tout vient du centre de son soi, de son cœur, de qu'est-ce qui nous anime. Puis à ce moment-là, on peut le partager avec les autres. Ça, c'est comme
quelque chose sur lequel c'est comme le tapis, là. On pose le tapis avant de voler avec le tapis, mais il faut bien être stable au sol, tu sais. Ouais. Puis toi, tu fais ça comment personnellement, la gratitude? Moi, j'essaie d'avoir mon rituel au quotidien. En fait, je lis, mais ça peut être variable. Tu sais, des fois, ça peut être un 5 minutes. J'essaie d'extensionner 20 minutes. Tu sais, ça peut être par un moment de détente où je me retrouve avec moi-même. Alors, il y a de la méditation, il peut y avoir du chanting, tu sais, des fois si je suis accompagnée de musique. Mais j'essaie toujours dans cette pratique, d'aller chercher le lien en moi qui va faire que je vais faire vibrer ma joie intérieure. Puis c'est des moments précis. Oui, le matin, puis le soir, ça peut être aussi un moment propice. Mais tu sais, faut pas non plus trop se mettre de pression là-dessus, hein. Tu sais, chacun va avoir ses moments. Il y en a, ça va être l'après-midi. On dit que le matin, c'est quand même optimal pour une pratique avant d'embarquer dans notre train-train quotidien qui nous amène là, le stress puis tout le brouhaha dans la tête, là. Mais ça reste aussi que le matin, ça nous donne comme une direction. Tu sais, c'est comme prendre sa douche. C'est quelque chose qui devient une seconde peau, puis c'est un besoin. C'est comme faire du sport. Parce que c'est ça, si tu le fais pas, tu le sens. Aussi, tu sais, moi, j'ai été un bout, j'ai des jeunes enfants, puis des fois, quand t'as un bébé, tu perds bien des habitudes. Fait que j'en faisais plus. Puis là, j'ai recommencé à en faire quand même un petit bout, mais tu le sens, là. Quand t'en fais plus, on dirait que c'est pas pareil, la vibe, où t'es moins fier de toi, t'es un petit peu moins satisfait de ce que tu fais. Mais tu te sens moins aligné. Ouais, Puis en même temps, c'est l'intuition. Moi, quand dans ma pratique, ça me permet d'avoir mon intuition plus raffinée. Ah ouais, OK. Fait que de mieux ressentir ce qui se passe autour de moi et en moi, en résonance. Parce qu'on est tous en résonance, là. Oui, parce qu'on est toute énergie. Oui. Ouais, mais non, c'est intéressant parce que moi, c'est la méditation qui me fait ça. Si je médite pas, je suis moins connecté à mon intuition, on dirait, que quand je fais de la méditation. Mais c'est vrai que la gratitude, j'ai pas pensé. Peut-être ça a un lien aussi. Puis je suis juste pas conscient, là, mais tout est interrelié dans cette pratique-là. Tu sais, l'enlignement, la méditation, le ressenti, donc l'intuition plus aiguisée. Puis automatiquement, la gratitude monte. Tu sais, c'est comme quelque chose qui est en mouvance en toi, que tu peux aller chercher toute la puissance et que tu peux transmettre à autrui. Puis les gens le ressentent. Ouais. Ben c'est souvent ça, quand tu sens l'énergie de quelqu'un, ça doit être ça. Puis parce que là, on va aller plus dans la science, si on veut, neurosciences, épigénétique. J'aimerais ça que tu parles un petit peu de ça. Oui, moi, je suis une grande scientifique à la base. Hein? Comme je te disais au début, j'ai l'esprit de chercheuse qui m'anime depuis que je suis tout petite. On dirait que je suis sans fin. Moi, je me dis, je vais étudier jusqu'à mon dernier jour, tu sais. Puis, c'est ce qui m'a fascinée quand j'ai découvert la neuroscience. Moi, je me considère neuroscientifique advocate, là, tu sais. C'est-à-dire que j'en parle parce que je me dis, c'est tellement extraordinaire parce que ça apporte des bénéfices tellement grands à la médecine, aux soins, de comment on peut faire l'implémentation justement de la santé intégrative, parce qu'on sait que tout est interrelié. Donc, quand on parle de neurosciences, c'est de comprendre comment le cerveau peut être modulé dans ses différents états d'esprit et aussi de voir que nos pensées ne sont pas nécessairement nous-mêmes. Puis dans la modulation des états d'esprit qui sont générés par des fréquences, alpha, theta, je ne vais pas nécessairement tomber dans tous ces détails-là, c'est que ça nous permet aussi de voir l'influence qu'on peut avoir nous-mêmes sur nos états d'esprit. Puis ça veut dire que si tu changes ta pensée, ton corps change aussi. Oui, exactement. Mais ça, c'est de la pratique. Encore une fois, c'est un processus qui se fait sur un certain laps de temps, mais juste de tranquillement, tu sais, d'être dans ce
compréhension-là, ça nous permet de l'instaurer petit à petit. Puis, pour certaines personnes, ça va être un outil extraordinaire. Donc, ça, c'est comme une généralité de la neuroscience. Par rapport à l'épigénétique, c'est fascinant. Moi, j'adore Bruce Lipton, qui est un de mes premiers que j'ai suivi, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, d'ailleurs, Bruce, puis on a eu la chance de dialoguer sur toutes ces découvertes. Hein. Puis, dans le fond, c'est l'environnement, c'est le facteur premier qui va avoir une influence sur l'individu, mais pas nécessairement dans le sens général, global, qu'on voit de nos propres yeux, mais aussi dans tout le plus petit, donc dans l'infinitésimement petit atomique du photon qui va faire en sorte que l'individu il est plus influencé par ses gènes, parce que les gènes sont modulés par leur environnement. Donc, c'est ça l'épigénétique. Puis, est-ce qu'il est de mémoire, là, c'est-tu genre 3% qui est vraiment génétique, qui ne se modifie pas vraiment? Sincèrement, j'ai pas de pourcentage comme ça. Tout ça, c'est des croyances. Tu sais, à la base, c'est sûr qu'on n'est pas tous avec le même bagage génétique. On a des penchants. C'est un peu comme on pourrait parler de l'astrologie. Tu sais, c'est comme une cartographie de l'influence que l'individu peut recevoir. Puis dans ses capacités, disons, faciles, ses challenges, ses difficultés, ben la génétique, c'est un peu la même chose. Mais ça reste que en comprenant qu'on peut, par certaines habitudes de vie, parce que l'épigénétique va toucher aussi les habitudes de vie, et comment on va faire nos choix au quotidien, donc l'environnement, comment on va s'en occuper, les gens qu'on rencontre, comment on nourrit notre cerveau, comment ça peut moduler l'expression des gènes, qui va faire en sorte qu'on peut éviter l'expression négative du gène. Mais c'est sûr qu'il y a des maladies, par exemple, orphelines ou qui sont très, très rares, qui sont peut-être difficiles à contrer. Mais tu sais, ça reste que faut voir ça dans un aspect global. Parce que moi, ce qui me fascine de tout ça, c'est, je sais pas si c'était lui, je pense que oui, c'est Bruce Lipton qui avait dit ça, mais c'est pourquoi, mettons, dans une famille, que t'es 3 individus, que c'est génétiquement, t'es supposé avoir la même maladie, puis il y en a, mettons, un qui l'a pas. C'est donc pas génétique, tu sais. C'est ça qui est fascinant. C'est une loterie, hein? Oui. C'est à quelque part. Mais tu sais, c'est dans l'épigénétique, ce qui est très important de retenir, c'est qu'on peut moduler l'expression de nos gènes de par son environnement. Puis tu et fais ses habitudes de vie. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais ça l'environnement, c'est quoi pour toi l'environnement? C'est tout. C'est tout ce qui influence l'être humain. Ça peut être ce qu'on regarde à travers nos yeux. Tu sais, toi, vous êtes impliqué dans la construction, vous avez vos idéologies de créer des espaces qui vont influencer l'être humain dans son bonheur, dans la beauté. Fait que tout ça aussi, ça fait partie de l'environnement. Au même titre que moi, je vais décider dans ma maison d'avoir un bouquet de fleurs toutes les semaines, tu sais, parce que je veux voir les fleurs qui vont s'épanouir, puis ça va générer en moi des messages cérébraux positifs. Il y en a d'autres, ça va être plus aller faire des marches dans la nature ou d'être en contact avec des animaux. Tu sais, il y a des expressions qui peuvent être différentes ou des choix pour chaque individu qui va avoir une signification plus importante et primordiale dans leur quotidien. Puis c'est-tu interrelié l'épigénétique puis la neuroscience? Oui, ben ça fait partie ça fait partie de la neuroscience. OK, parce que souvent, on dirait que j'entends, mettons, la relation, tu sais, l'environnement, c'est souvent ça, c'est avec qui tu côtoies, mais c'est vraiment plus que ça, ce que tu dis, là. C'est tout ton environnement globalement dans tout ce que tu fais, là. Mais tu sais, on est un grand écosystème, hein? Fait que nous, en tant qu'individus, notre écosystème individuel, il interagit avec plein d'autres écosystèmes. Fait que c'est comme des petites bulles, tu sais, on pourrait se faire des images, on est comme des bulles, pouf, 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 pouf. Fait que tu sais, tout ça fait en sorte que l'environnement, on peut l'influer parce que ça crée des échanges et en même temps, on peut le créer parce qu'on est tous des créateurs.
Ça aussi, ça fait partie d'être un leader conscient. Mm-hmm. Puis, tu sais, je parle souvent d'équilibre dans le podcast, mais à travers ça, là, c'est quoi l'équilibre que tu vois entre tu sais, dans la prévention, là, si tu as une maladie, ça se mesure parce que tu peux ne plus avoir la maladie. Mais avant ça, comment tu gages, toi, comme individu, j'ai-tu un bon environnement ou non? Quand j'accompagne les gens, on revise ensemble les piliers de la santé. Fait que ça fait partie pour moi de réfléchir avec la personne où est son équilibre. Tu sais, on trace une ligne. Parce qu'il faut utiliser les 5 sens. Tantôt, on en parlait. Moi, je crois beaucoup que tout passe par le corps. Tant qu'on est incarné, ça nous permet, en utilisant nos sens, de mieux comprendre. Donc, souvent, je dis à l'individu, on va tracer une ligne, puis vous allez me dire, avec les piliers de la santé, où est-ce que c'est proche du centre ou... Parce qu'il faut que la personne le fasse elle-même. Alors, par exemple, la nutrition. Après ça, l'exercice physique, parce que moi, je crois qu'il faut avoir vraiment de l'exercice physique qui peut être différent d'une personne à l'autre au quotidien. Ensuite, il y a tout l'aspect du sommeil, comment la qualité du sommeil, parce que ça fait partie aussi. Notre corps, il a besoin de dormir, hein, parce que on est une machine, dans le fond. Tu sais, on a besoin d'avoir notre phase de repos qui va nous amener justement dans un état de conscience différent où on va avoir un processus de régénération qui est fondamental pour l'individu. Puis ça, souvent en santé, on dit, une des premières choses à régler, c'est l'aspect du sommeil pour vraiment, après ça, avoir un meilleur équilibre pour se propulser. Après ça, on va regarder comment la personne va comprendre ses états d'esprit. C'est un peu la santé mentale, un peu. Tu sais, est-ce que tu as de la difficulté avec toi-même ou tu t'es souvent sous tension? Ou, c'est important de savoir ça parce que ça va complètement moduler comment la personne peut retrouver son équilibre ou comment elle se perçoit en équilibre. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement loin de cet équilibre-là dans leur harmonisation qu'ils le perçoivent même pas. Donc là, il faut que tu l'amènes tranquillement. Puis c'est là où le sport va être un outil intéressant parce que quand tu es très physique, tu as besoin de vraiment le comprendre par ton corps, par les sens. Ouais, je comprends. Vu que tu es en mouvement, ça t'oblige, entre guillemets, à avoir conscience de ton corps, c'est ça? Oui. Oui. Puis dans les autres piliers qu'on regarde ensemble, c'est naturellement si la personne dans la supplémentation s'il y a lieu, puis tous les aspects aussi de projet de vie. Tu sais, parce que les projets de vie, quand tu as une vision intérieure qui t'anime, ça là, c'est la meilleure pilule. Oh, parce que c'est pas la pilule miracle. Là, souvent, les gens disent je cherche la pilule miracle, mais tu sais, c'est de dire mais tout ça fait partie de votre grand bol de votre alimentation, tu sais, autant au niveau psychique, mental, corporel, qui va faire en sorte de comment on va faire nos choix dans nos vies puis retrouver un équilibre. Parce que je pense que tout le monde recherche l'équilibre. Ben oui, clairement. Je pense à chacun à notre façon. Oui. Mais il y a des outils. Il y a des outils qui sont des dénominateurs communs pour tout le monde. Là. Mais justement, parle-moi donc, c'est un peu en lien avec Cap Apogée ID. Tu veux-tu parler un petit peu de ça? Parce que tu as une vision, là, j'ai toujours de la misère avec le mot, kaléidoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai toujours été fascinée par les kaléidoscopes. Je sais pas si c'est quoi? Je sais même pas c'est quoi. Alors, j'aurais dû en apporter un, mais un kaléidoscope, c'est une image souvent qui est en mouvance, puis il y a beaucoup de géométrie. Alors, c'est des formes géométriques s'intrinsèques qui bougent avec plein de couleurs. Et ça rentre, c'est comme, tu as l'impression que ça aspire, ça inspire. Donc, en même temps, tu as une notion de respiration, de mouvement, de roulement, mais c'est aussi les couleurs et les formes géométriques. Ça, c'est un peu mon dada, la géométrie. Et d'ailleurs, c'est un de mes voyages bientôt. Hein, je m'en vais faire de la recherche sur la géométrie sacrée en Égypte. Mais tout ça pour dire que, pour moi, j'ai comme eu un aha moment. Tu sais, quand on dit Eureka. Alors, c'est, pour moi, la vision kaléidoscopique, ça permet d'avoir un regard extérieur sur toi-même et sur ton environnement, sur tout ce qui se passe autour de toi. Donc, tu deviens plus comme prisonnier des événements ou de comment tu te sens.
tu deviens plutôt comme un spectateur. Ce qui va faire en sorte que, justement, tu vas avoir plus de facilité à moduler tes états d'esprit. Tu vas avoir moins de jugement, au moins plus de clémence aussi, de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Parce que souvent, quand on est dans une tension de dire, je suis pas content, j'ai pas réussi à faire ça, ou pourquoi l'autre personne a fait ça, puis tu sais, t'es dans une tension qui crée des micro-ruptures dans ton corps et veut pas, ça crée des dommages. Fait que la vision kaléidoscopique, ça permet d'être moins emprisonné dans tous ces aspects émotifs et d'être son propre observateur. Wow, c'est fantastique. Puis concrètement, comment tu fais ça? Ben, ça fait je comprends la vision, mais... C'est une pratique. Okay. Quand j'accompagne les gens, on en parle. Puis, on a des outils sur lesquels on amène l'individu à faire des exercices. Comme par exemple, dans mes sessions, des fois, je fais des sessions de groupe, mais des fois, c'est des individuels. C'est de dire à la personne, rappelle-toi un événement où tu avais des sentiments négatifs et imagine-toi que tu es à l'extérieur de toi et que tu t'observes. Fait que ça, c'est comme un processus pour débuter. OK. Ah. Fait que là, la personne, après, elle va me l'exprimer, puis on va décortiquer un peu comment la vision kaléidoscopique, justement, peut amener un processus de changement et de transformation, puis d'être moins prisonnier. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs autres. Parce que à un moment donné, c'est comme ta seconde peau. Tu le fais automatiquement. Puis c'est-tu par rapport à des... C'est-tu plus... je vais dire ça. C'est plus psychologique ce que tu règles avec ça ou c'est physique ou c'est les deux? Les deux. Les deux ensemble? Les deux. Puis... Mais tu sais, on n'enlève pas les soins nécessaires. Tu sais, ça se peut que la personne ait besoin de soins médicaux ou pharmacologiques. Tu sais, ça, c'est comme un complément qu'on amène l'individu pour pouvoir être dans un processus de transformation. Parce que quand on dit des fois, quand on traverse la rivière, on est dans un changement. Il y a des choses qu'on va laisser de l'autre côté de la rive, mais qu'on va amener de l'autre côté dans notre sac à dos. On vide notre sac à dos. Plus il est léger, je dis tout le temps, plus la montgolfière a pu monter haut. Fait que quand c'est vrai. Fait que là, la rivière, tu vas la traverser plus vite. Plus vite, Tu vas peut-être voler, mais c'est que quand tu arrives aussi de l'autre côté de la rive, tu vas regarder de l'autre côté, puis tu vas dire, j'étais ça, puis maintenant, je suis. Je suis la nouvelle personne, avec tout mon passé, mon bagage, mais beaucoup plus léger. Et je suis capable d'être observateur de moi-même. Ouais, c'est ça. Oh, wow! Puis, je vais me prendre en exemple. Est-ce que, parce que moi, là, je suis... tu connais bien Docteur des Hôtels. Oui. J'étais à sa clinique pour faire des tests parce que j'avais l'impression que je manquais de testostérone. Puis effectivement, j'ai un gros déficit de testostérone. Est-ce que c'est le genre d'affaire que... Parce que là, je me suis donné 6 mois avant de prendre de la testostérone en gel ou en peu importe. Est-ce que c'est le genre d'affaire qui peut m'aider à générer ça plus naturellement? Moi, je crois que c'est un tout. Premièrement, comme je suis scientifique, j'ai étudié la médecine fonctionnelle qui fait partie justement de l'hormonothérapie. Il faut conjuguer tous les outils que nous avons. Puis je pense qu'en science, il faut pas le négliger. C'est pour ça, tantôt, j'ai pris le temps de spécifier que ça change pas des outils qu'on a besoin au niveau pharmacologique ou médicaux ou intervention. Des fois, ça peut arriver aussi. Et c'est sûr que si tu es en meilleur équilibre, que tu es en meilleure homéostasie, puis que tes systèmes biophysiologiques sont moins tendus parce qu'ils vont moins générer de cortisol. Donc, c'est sûr que tous tes systèmes physiologiques qui sécrètent les bons niveaux de neurotransmetteurs et hormonaux, ils vont être en meilleur équilibre. Mais ça n'empêche pas la supplémentation. Moi, je suis aussi dans l'exemple de ça. Tu vois, oui, ben tu sais, moi aussi... Il y a l'âge, il y a les facteurs personnels. Tu sais, je pense qu'il faut aller chercher tous les outils qu'on a. Parce que, tu sais, moi, j'en parle quand même souvent dans le sens que je
100% pour le médical, puis ce que ça prend, ça le prend. Puis de l'autre côté, dans plus les autres approches naturelles, je suis 100% aussi, c'est très bon, puis il faut jumeler les deux. Mais là, je me suis juste donné un moment de dire, fait 5 ans, je vis de même, fait que je peux me donner 6 mois à essayer des affaires un petit peu plus naturelles. Mais moi, je dis tout le temps qu'il faut voir quel est l'impact que ça a sur ta vie. Est-ce que c'est un impact qui est majeur au niveau énergie? Parce que c'est ça aussi, hein, les hormones, ça va tout rétablir ton niveau d'énergie, puis l'aspect aussi de comment ta qualité du sommeil, l'aspect de comment tu réfléchis, parce qu'on sait qu'il y a des hormones comme la testostérone, quand ça donne une drive, tu réfléchis vite, là, pour ça, là. Mais tu sais, il y a toujours des énigmes là-dedans, comme par exemple, on a des femmes qui sont en ménopause, qui n'ont pas nécessairement de supplémentation, puis ils vont très bien. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de supplémentation qui sont d'ordre hormonal. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais c'est ça, ça, c'est tout le monde a leur situation, c'est bien compliqué. On a chacun notre recette, mais je te dirais qu'à priori, il y a des choses à la base qu'il faut regarder. Tu sais, il y a des suppléments essentiels que on pourrait discuter à un moment donné. Puis aussi, l'hormonothérapie, j'y crois beaucoup, là. C'est quelque chose qui est très important, là. Ouais. Puis qui fonctionne. Oui, qui fonctionne. Mais tu sais, une bonne pratique de la méditation, de la conscientisation, puis de la vision kaléidoscopique va favoriser aussi, tu sais, d'avoir un équilibre global de la personne. Oui, clairement. Puis justement, tu vois ça comment, toi, un équilibre de tout, tu sais, parce qu'il y a plein de sphères, là. On a les relations, on a les finances, on a la carrière, on a l'alimentation, la santé, le couple. Comment tu vois globalement l'équilibre? C'est souvent, tu sais, moi, je vois ça comme un grand cercle. Puis chaque cercle a son importance. Puis nous, on est au centre du cercle. Puis c'est sûr, par exemple, dans une relation de couple, la communication va être primordiale. Puis c'est aussi d'être capable d'exprimer. Tu sais, souvent, j'entends dire, il faut le dire des fois à nos enfants, ben là, le papa a besoin de 30 minutes. Là. Quand il revient de travail, je vais être full présent après ça avec vous, mais j'ai vraiment besoin de mon 30 minutes. Ça peut être pour méditer, ça peut être pour aller faire du sport, ça peut être pour parler avec sa compagne ou son compagnon. Mais tu sais, il faut exprimer puis il faut faire des choix pour nous parce que quand on les fait pas, ça crée un blocage puis ça fait en sorte qu'on veut pas, on est dans la limitation puis dans la résistance. Fait que l'équilibre, c'est d'être conscient de nos limitations, d'essayer de les délier, de les exprimer, puis toutes les sphères qui sont les bulles qui sont autour de nous, hein, comme une constellation dans le fond. On est une grande molécule. Là. Ah, c'est beau vu de même. Oui. C'est beau, j'aime l'image. Fait que le lien qu'on va avoir avec toutes les différentes sphères de notre vie, on va se sentir moins frustré. On n'aura pas ce sentiment justement limitatif. Fait que moi, c'est ce que j'appelle mes grands compagnons, là, tu sais. Ouais, les C, là. Oui. Vas-y donc, les C, c'est quoi ça, les fameux C? Mais c'est quand on veut justement délier nos aspects limitatifs, puis d'accéder à une meilleure observation de soi-même via la vision kaléidoscopique et d'autres choses, c'est de prendre déjà au départ un aspect de notre conscience. Comment on se conscientise par rapport à soi et son environnement. Ensuite, il y a toute la communauté qui va faire référence à l'environnement aussi. Nos relations. Donc, quand on parle de relations, on parle de co-créer. Parce que, tu sais, on est chacun des créateurs, mais comme on agit en relation avec l'autrui, on co-crée ensemble. C'est pour ça que c'est très important de toujours laisser l'espace à l'autre puis d'être dans le dialogue et dans l'échange et dans le partage parce que sinon, c'est juste dans un sens. Puis quand on a donc ce sentiment de co-création, là, c'est tellement puissant, là, puis ça élève tellement, puis tu peux tellement trouver de solutions puis de nouvelles choses, c'est fort, c'est puissant. Fait que dans la consolidation aussi en dernier, qui est très important, parce que tout ça, ça te permet de consolider puis d'avoir ta vision. De dire, OK, maintenant c'est clair, mon équilibre, je le vois, je consolide, puis mon chemin, il va par là. Parce que c'est quand même, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, mettons, tu as une vision,
Puis toi, tu crois à ça, là. Tu l'as 100%, tu parles à d'autres gens, ouais, pas trop sûr de ta vision. Mais c'est dur, la limite, est-ce que j'impose, puis oui, je crois à ça, on fait ça, ou justement, on continue à échanger, puis au final, ça change ta vision aussi, tu sais. Ça se peut parce que justement, dans la co-création puis dans le partage, il y a la connexion qui est un de mes C aussi. Puis dans la connexion, ça te permet aussi de respecter l'autre, puis de faire des changements, de dire « Ah oui, OK, j'avais pas pensé à ça ». Tu sais, fait qu'il y a comme un échange profond qui fait en sorte qu'on est dans un respect mutuel. Ça, c'est très important. Puis, à travers la connexion, il y a aussi toute la clarté. Tu sais, quand on dit on a son chemin, on a une clarté, c'est quelque chose qui est très vivifiant, puis qui apporte beaucoup, beaucoup de... Je dis tout le temps de... Tu sais, on se sent comme invincible. Oui. C'est fou! Écoute, on a plein de capacités, là, l'être humain, là, tu sais. On est surprenant. Oui, tu sais, on dit des fois qu'on utilise juste 5% de nos capacités cérébrales, mais tu sais, moi, j'essaie de trouver la recette qui fait en sorte qu'on va arriver à 10, qu'on va arriver à 15. Puis moi, je suis convaincue de ça, là, tu sais, avec tous les gens que je côtoie au niveau international, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à travers mes recherches, depuis quelques années, j'ai rencontré des gens en Europe, aux États-Unis, puis, tu sais, dont Joe Dispenza, puis d'autres personnes en Europe qui sont des leaders dans leur domaine. Tu sais, je pense entre autres à la dame là, qui est directrice de l'EFA, l'European Public Health Association. Je dis art parce qu'elle parlait beaucoup d'art, justement. Parce que, tu sais, elle croit que l'architecture, comme comme nous, on y croit aussi, peut avoir une influence sur la santé de l'être humain. Puis, c'est tellement fascinant qu'on est juste au début. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain est juste au palier de connaître toutes les capacités qu'il a. Puis là, si on s'en va un petit peu plus dans... Est-ce que tu crois qu'on a déjà eu des capacités avant ça? Avant nous? Oui. Oui. OK, intéressant. C'était juste une question, question piège. Non, mais tu sais, dans le sens que des fois, je parle de ça, cette connaissance-là, elle existe. Puis là, on est en train de prendre des éléments de cette connaissance-là, puis on la met tout le monde ensemble selon justement toutes nos expertises, mais c'est de faire grandir cette connaissance-là globale, là, si on veut. Là. Ben, c'est qu'on est dans une phase en ce moment d'évolution rapide. Hein? Tu sais, la force centrifuge, là, elle accélère. Il y a comme un aspect d'accélération qui fait en sorte que des fois, même, ça peut être étourdissant, mais ça nous permet de reconnecter avec des éléments essentiels qu'on avait oubliés. C'est pour ça que l'histoire est si importante. Tu sais, moi, je lis beaucoup sur les influences des différentes confessions, religions, mais tu sais, c'est des livres d'histoire, dans le fond. Et chaque élément que je puise me permet de faire mon esprit de synthèse puis de comprendre pourquoi aujourd'hui on a besoin d'avoir une vie psycho-spirituelle qui est riche. Et c'est ça ce qui te permet au quotidien d'avoir ton aliment, ton intuition. Tu sais, quand on disait qu'est-ce que c'est au quotidien qu'on peut faire. Et en même temps, c'est à travers ces pratiques, on peut atteindre des niveaux qui sont, on pourrait dire même illimités. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de plus en plus besoin de ça? Ben, tu sais, c'est des éveils. On partage, c'est des choses qu'on entend beaucoup parler. Tu sais, toi, t'écoutes beaucoup de podcasts, des conférences comme moi, tu sais. Fait que on voit qu'il y a une influence en ce moment. Il y a un besoin fondamental. Puis, tu sais, les nouvelles générations, ils veulent plus être pris juste dans le 3D puis dans les besoins matériels. Tu sais, on sent que c'est des besoins, des désirs éphémères. Tandis que quand on travaille sur notre intériorité et toute la sphère psycho-spirituelle, on voit qu'on ouvre, c'est comme on ouvre une porte de merveille parce qu'il n'y a pas de limite. Puis on sent qu'on fait partie d'un grand tout. Tu sais, en anglais, on va utiliser des termes comme the wholeness, puis qui est comme un agent propulseur dans
toute l'imagination que tu peux aller chercher, puis dans ta vie mystique. Tu sais, les grands moines et les grands religieux, que ce soit des hommes ou des femmes, on a analysé leur état d'esprit en neurosciences. D'ailleurs, on a Mario Beauregard ici qui a fait un documentaire là-dessus il y a plusieurs années, et on a bien vu que donc les gens dans un esprit méditatif, naturellement, qui ont de l'expérience, et souvent on le retrouve dans des gens qui ont fait des choix de vie dans leur vie personnelle, donc ils ont peut-être plus de temps pour méditer et prier, mais ils sont capables de moduler des états d'esprit qui vont les amener à des connexions à des autres dimensions qui font partie de la vie. C'est juste qu'on c'est pas visible à l'œil nu. Mais c'est ça, on est capable d'y accéder d'une autre façon. Mais ça sert à quoi accéder à ça? Ça une nous amène... visibilité, une plénitude, à la vision kaléidoscopique, parce que tout devient plus relatif. Quand tu es moins prisonnier de ta vie 3D, donc tes besoins corporels, tes émotions, c'est une grande libération. Puis c'est quoi qui t'a amené ton côté de la pharmacie, là? Est-ce que ça t'a amené à comprendre des choses plus spirituelles? Oui. Ce qui est fantastique en pharmacie, c'est que tu rencontres beaucoup de gens. On est les professionnels de la santé de première ligne. On est ceux qui rencontrent le plus de gens au quotidien. Puis avec la pandémie, on était vraiment... Encore plus. Oui, exactement. On était les seuls ouverts. Mais c'est de voir et d'observer comment chacun est dans son propre vie et d'avoir l'impact que tu peux avoir. Fait que moi, je me suis dit, il faut que je trouve une façon pour arrêter ce cercle vicieux. Tu sais, c'est comme si j'observais que les gens, il y avait comme une perte d'autonomie face à leur choix. Tu sais, moi, j'ai toujours votre santé, votre pouvoir. Quand tu te reconnectes, puis que tu sais que tu as ton plein potentiel, puis que tu laisses pas ton pouvoir, par exemple, aux gens en politique ou les gens qui vont décider pour toi quand tu vas dans des consultations médicales ou peu importe le professionnel de la santé que tu vas consulter, que toi, t'es partenaire de ta santé. C'est ça aussi la santé intégrative. C'est de dire à l'individu, nous allons ensemble trouver ce qu'il y a de mieux pour vous, puis on prend le temps d'expliquer, on prend le temps d'écouter. Fait que moi, en pharmacie communautaire, c'est ça qui m'a donné tout ce bassin de connexion avec mes pairs et de les voir, l'être humain dans toute sa puissance. Puis comment vous faites dans la pharmacie? Parce que oui, je vais dans des pharmacies, là, mais j'ai une amie qui est pharmacienne. C'est quand même dur de prendre ce temps-là, que tu aurais besoin clairement de plus de temps. Mais là, je sais pas, t'as 1 minute peut-être, tu sais. Comment tu fais pour essayer de comprendre la personne dans cette... C'est des défis. Puis ça, tous les professionnels de la santé le vivent. Puis d'ailleurs, dans ma conférence sur la gratitude que je présente aux professionnels de la santé, je leur dis tout le temps, c'est d'essayer de l'intégrer dans son quotidien. Des fois, c'est pas possible pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas cette écoute-là. Quand je dis l'écoute, c'est par rapport aux patients que tu rencontres. Mais des fois, c'est le petit 30 secondes de plus ou la minute de plus qui va te permettre de connecter avec ton patient. Tu vas avoir un regard, un échange ou une parole ou un mot qui va faire en sorte que tu vas pouvoir mieux la conseiller. Puis des fois, ça va te permettre de communiquer, par exemple, avec son médecin traitant ou d'autres professionnels de la santé qu'on va dire, faisons un plan de soins qui va mieux répondre à monsieur ou à madame ou à l'enfant. Fait que, tu sais, c'est moi, ça m'a permis d'avoir un regard très, très, très complet sur toutes les sphères de la société, parce qu'en pharmacie, on a tous les types de clientèle, tous les âges, toutes les influences cosmopolites, c'est quand même culturel et tout. Et c'est important. C'est important d'être conscient. Mais encore une fois, moi, j'ai tout le temps, allons-y. Des fois, c'est 30 secondes de plus, 1 minute de plus, et de dire qu'est-ce que ça va me permettre, moi, en tant que professionnel de la santé, de pouvoir dialoguer et l'échange avec l'individu, puis de laisser la trace, parce que les gens, ils sentent ça. Ben oui, clairement. Puis tu sais, c'est ça, je suis jamais allé dans ta clinique, mais
je sais qu'est-ce que ça fait. Tu sens si la personne, je suis pressé, puis j'en ai plein à faire, puis gars, je te dis c'est quoi, va-t'en chez vous, ou tu prends le petit moment à dire j'essaie juste de comprendre ta situation, comment tu vis, puis tiens, je vais te donner des conseils face à ça. Clairement, c'est sûr que ça se sent. Oui, parce que les professionnels de la santé, hein, ça je l'exprime aussi dans mes présentations, on a été formatés pour aller très vite puis être comme le père de famille qui va dire vous faites ci, faites ça, puis on a l'impression qu'on s'occupe de l'individu, mais dans le fond, on crée pas de relation. Fait que quand on est capable de changer l'approche qu'on a, ça va être complètement différent, puis là, on va ressentir qu'on est plus bénéfique puis qu'on a un impact plus important. Puis je t'ai entendu parler de déprescription. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, en fait, dans nos standards de pratique, on a la pharmacovigilance qui peut être appliquée de diverses façons. Et c'est sûr que là, quand on parle de déprescription spécifiquement, c'est qu'on se rend compte que, bon, il y a trop de consommation de médicaments. On est des grands prescripteurs au Québec, pas juste au Québec, mais vraiment au Québec, si on pense par exemple, oui, pour les enfants, les adolescents, on est pratiquement le double des autres provinces canadiennes pour les neurostimulants et certaines sphères de médicaments qui sont utilisés en psychiatrie. Donc, c'est sûr que dans certains cas, il y a un besoin qui est très important. Mais là, c'est juste un exemple que je donne. Mais si on va vers une approche justement où on va amener l'individu à comprendre sa maladie, à prévenir la maladie, parce qu'on sait maintenant, comme par exemple en pharmacie communautaire, des fois on fait du dépistage pour la santé cardio-métabolique, puis on peut voir si l'individu va avoir une tendance à développer le diabète, mais tout de suite, on va lui donner un plan de soins pour pas qu'il aille à prendre les médicaments contre le diabète de type 2. Mais la déprescription, c'est un peu ça, c'est d'amener l'individu dans un profil de lifestyle où il va avoir une meilleure gestion de son alimentation, son exercice physique, mieux vivre avec son corps. On peut l'amener aussi un peu, comme je disais, dans les piliers de la santé, à avoir des habitudes en psychospiritualité s'il y a lieu, parce qu'encore une fois, on peut pas tout faire en même temps. Non. La théorie des petits pas, ça, c'est important aussi de pas l'oublier. Mais si l'individu a une volonté, là, on peut l'amener à avoir une déprescription parce que son corps va revenir plus en équilibre biophysiologique et en homéostasie. Puis ce qui doit être compliqué, j'imagine, c'est que là, vous, c'est le médecin qui prescrit. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a une loi qui veut passer, dans la pharmacie, vous êtes capable de prescrire par vous-même. Parce que c'est, entre guillemets, le professionnel de la pharmacie, c'est vous. Là. Mais ça doit être quand même compliqué à gérer. Si tu veux te déprescrire, il faut que tu parles au médecin ou tu convainques le médecin. Le médecin, il faut qu'il le dise aux patients. Ben, en fait, ça fait déjà partie de nos pratiques depuis, ça doit faire près de 20 ans. Ah ouais? Oui, on a des opinions pharmaceutiques, on communique avec les prescripteurs, soit par fax ou par téléphone, dépendant de l'urgence. Des fois, faut communiquer rapido presto, comme on dit, avec le prescripteur ou au moins un collègue qui est dans la même équipe quand c'est dans les milieux hospitaliers. Fait je te dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez aisé. C'est quelque chose qui est quand même très instauré. On a vu la loi 41, la loi 31. La loi 41, c'est 2014 de mémoire, où on a commencé à faire des ordonnances dans certaines sphères, des conditions mineures et pour permettre justement de désengorger les urgences et les médecins pour leur donner plus de temps à avoir des occupations où ils ont besoin d'avoir des expertises spécifiques. Et la loi 31, là, c'est arrivé durant la pandémie. Fait que c'est quelque chose qui s'est élargi. Là, on en parle plus parce que là, c'est la loi 67 qui va donner encore plus d'autonomie aux pharmaciens. Fait qu'il va créer plus de maillage avec les équipes multidisciplinaires. Puis ça fait partie de la santé intégrative. Que les infirmières, moi, ça fait depuis 2009. En fait, j'ai des infirmières depuis 1997 dans mes pharmacies. Ah ouais, wow. Mais depuis 2009, j'en ai plusieurs. J'en ai comme 4, dépendant de la période de l'année, 4, 5, 6 à temps plein. Puis nous, on est habitués, là, on travaille avec les infirmières. J'ai eu même des naturopathes, homéopathes qui ont travaillé au sein de la pharmacie. Mais pour revenir à l'aspect médecin-pharmacien, c'est des relations qui sont quand même qui sont très faciles, parce en fait, les médecins aujourd'hui sont plus à l'écoute
des besoins aussi pour avoir moins de consommation de médicaments. Tu sais, c'est des deux côtés. Puis, tu sais, il y a des chaires de recherche maintenant dans les universités en Europe, pas toutes les universités, mais dans certaines universités en Europe, à l'Université Laval et à l'Université de Montréal. J'ai des collègues comme à Montréal, c'est Louise Papillon-Ferland, et qui est une pharmacienne, et à Laval, c'est Caroline Sirois, qui est aussi une pharmacienne PhD, qui, justement, je l'ai rencontrée lundi dernier. Je disais, là, c'est ton heure de gloire, là, Caroline, là, parce que on a la possibilité maintenant d'en parler ouvertement. Parce que, tu sais, une ordonnance au départ, faut pas considérer que c'est à vie. C'est là où il faut avoir cette compréhension, mais c'est d'amener le patient aussi d'avoir une autre compréhension de son état de santé. C'est pas juste dire, le médecin donne une ordonnance, vous allez voir le pharmacien, puis je prends le médicament, puis je reçois les conseils du pharmacien. Tu sais, il y a tout un écosystème là, qui doit se mettre en branle là, par rapport à ça. Puis est-ce que tu es dans les seules cliniques qui fait ça ou de pharmacie? Ça se fait de plus en plus. Ouais, je te dirais que c'est pas encore répandu. Non, c'est ça, j'entends pas ça souvent. Tant mieux s'il y en a de plus en plus. On va en entendre parler de plus en plus. Ça. Oui, parce qu'il y a vraiment une surconsommation. Puis aussi, c'est pour le bien-être de l'individu d'avoir un meilleur équilibre dans sa vie. Quand on parle des habitudes de vie, c'est fondamental de se sentir bien dans son corps, tu sais. Moi, quand ça fait 10 ans que je vois un patient qui revient, puis que je vois qu'il n'a pas bougé d'un iota de son poids, de comment il se sent dans sa vitalité, je me dis, il y a quelque chose. Puis, tu sais, on sent que c'est escamoté. On peut pas donner des soins de santé de façon escamotée. Tu arrives chez le médecin, c'est vito presto, après ça l'urgence, après ça le pharmacien, tu vois l'infirmière vite sur un coin de comptoir. Tu sais, il y a comme un non-sens. Mm-hmm. Mais félicitations à toi de changer cette façon de faire, de changer le monde à ta façon aussi. Mm-hmm. Félicitations parce que ça doit être quand même, tu es un pilier là, dans ce domaine-là. Fait que c'est d'ouvrir les portes. J'ai toujours été novatrice. Puis tu vois, justement, dans ma pharmacie communautaire, je vais commencer à faire de la cohérence cardiaque. Qui est comme, moi, j'appelle ça le bébé de la méditation. Oh, oui. Puis les gens, souvent, sont plus, tu sais, comme, OK, parce que, tu sais, cohérence cardiaque, tu sais, ça fait référence à son cœur, à quelque chose qu'on peut créer harmonieusement dans notre corps. On sait que maintenant, le cœur a des neurones, mais ça fait depuis 91 que ça a été découvert là, par Dr. Harmer, mais qui est un chercheur. Mais, tu sais, tout ça, on sait maintenant qu'en pratiquant la cohérence cardiaque, ça peut être juste quelques minutes par jour, on ouvre un circuit à un équilibre. Ouais, puis c'est ce que tu dis, c'est de faire quelque chose, les petits pas que tu disais, là, c'est ce petit pas-là, cohérence cardiaque, c'est 3-5 minutes, là, c'est quand même pas énorme, là, puis ça fait un bienfait à ton corps, à ton esprit, c'est fantastique ce qui s'en vient. Ben moi, je crois fondamentalement qu'on doit créer des hubs où différents professionnels de la santé vont être présents, mais aussi, tu sais, quand je dis professionnels de la santé, là, je pense acupuncteur, massothérapeute, kinésiologue. D'ailleurs, j'ai déjà eu un kinésiologue qui venait dans ma pharmacie pour des plans de sportifs là, aux patients. Là, mais là, j'étais très avant-gardiste. Là, j'ai pensé peut-être le remettre sur pied. Puis d'ailleurs, dans l'Association de la santé intégrative au Québec, il y a des kinésithérapeutes qui sont fortement impliqués, là, comme Jean-Christophe Poirier puis Pierre-Olivier Pinard, là, qui organise le congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu à Saint-Hyacinthe à la fin du mois. Mais tout ça pour dire que, tu sais, dans ces hubs-là, la pharmacie communautaire peut occuper une place très avantageuse parce qu'on a pignon sur rue, on est ouvert souvent 6-7 jours par semaine. Puis j'en ai parlé d'ailleurs avec Jean-Pierre Després, qui est un de nos grands chercheurs de Vitam. Je sais pas si tu connais Vitam, qui est un centre de recherche. Vitam veut dire vie. Et je lève mon chapeau parce que ça me fait découvrir un centre de recherche où on peut justement communiquer avec des chercheurs de différentes sphères. Des fois, comme Jean-Pierre Després, lui, il vient au départ de l'activité physique, là, puis il a fait son PhD. Et on peut avoir accès à ces gens-là. C'est vraiment quelque chose de très riche que nous avons au Québec. Puis c'est ça, avec Dr. Després, on disait, ben la pharmacie communautaire, c'est l'endroit idéal. Fait que c'est de le mettre sur pied.
tu sais, de pouvoir, d'avoir le courage aussi de le faire. Ouais, parce que c'est de mémoire, je pense que c'est Philippe Brouillard qui m'avait parlé de ça, qui est venu déjà au podcast, mais que je sais pas c'était dans quel pays, mais il y a été une place que si t'as un problème X de santé, c'est un peu ce que tu dis, là, c'est que là, t'avais pas 10 spécialistes, là, c'était quand même poussé. Il y avait, mettons, un chaman, un ostéopathe, justement, quelqu'un en pharmacie, un médecin. Puis là, tout le monde regarde ton cas, puis ils se parlent entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais ça, c'est là qu'on s'en va aussi dans le médical, d'avoir plein de différentes personnes qui sont capables d'échanger ensemble, de trouver la meilleure solution pour le patient au final. Tu sais. Oui. C'est fantastique. Puis des fois, ça nous amène à avoir des perspectives qu'on n'aurait pas pensées seuls. Mm-hmm. Tu sais, c'est pour ça que plusieurs professionnels de la santé ensemble, puis des fois, tu peux avoir des intervenants qui sont des accompagnateurs, qui sont pas nécessairement des professionnels de la santé, mais qui ont une expérience dans la relation d'aide, tu sais, dans l'approche, puis dans l'accompagnement, parce que pour certains individus, l'accompagnement va être primordial. Tu sais, ça dépend du niveau d'autonomie de la personne. Mm-hmm. Puis moi, la santé mentale, juste pour faire un parallèle avec la santé mentale, c'est un de mes dadas. Puis j'aime beaucoup lire Gabor Maté. Je sais pas si tu connais Gabor nom Maté. de Gabor Maté? Non. C'est un médecin qui est dans l'Ouest canadien. OK, non. Et lui, son approche en santé mentale, c'est de dire, c'est peut-être une condition d'une expérience de vie que l'individu vit. Donc, prenons-le différemment avant de le mettre dans un profil médical, pharmacocentré, où l'individu va complètement souvent perdre toute son essence fondamentale. Puis d'ailleurs, un de ses derniers livres en anglais s'appelle The Myth of Normal. Ah ouais, OK. Tu sais, c'est comme un mythe. Puis il fait référence que dans certaines communautés, c'est les chamans qui vont accompagner quelqu'un, par exemple, qui commence à avoir de la détresse ou des hallucinations, parce que dans cette expérience humaine, parfois, ça peut dénoter des aptitudes. Tu sais, au lieu de dire, c'est un problème. C'est un problème. Ah, mais c'est peut-être d'autres choses. Wow, c'est beau, ça. Non, je connaissais pas ça. Ouais. Ah, c'est le fun, wow. Puis, est-ce que tu aurais, avant qu'on finisse, un conseil, quelque chose qu'on n'a pas parlé, un truc, n'importe quoi que tu veux laisser aux gens qui nous écoutent? Moi, j'ai tout le temps le cœur calme dans un esprit éveillé. Donc, c'est dans la recherche de l'équilibre, dans l'homéostasie, puis de toute cette conscientisation avec mes compagnons, les fameux C, qu'on peut atteindre une certaine plénitude. Puis, il y a toujours des outils qu'on peut aller chercher. On n'est pas des individus fixes. On est toujours en mouvance. Puis, dans cette facette d'auto-perception, ça nous permet de dire, tu sais, la roue tourne, on est dans notre corps, on a nos 5 sens, comment je peux les éveiller, comment je peux les animer, comment je peux les influencer. Mais des fois, c'est pas seul. Des fois, c'est de dire, je vais prendre une démarche pour amorcer concrètement. Faire ce petit pas-là. La vision kaléidoscopique. Ben oui! Ah wow, ben merci beaucoup Brigitte, c'est vraiment intéressant. C'est où que les gens peuvent te joindre s'ils veulent, tu sais, justement aller voir ta clinique, quoi que ce soit, tes réseaux, tes... Sur le site internet de Capapogie okay. là. Parfait. Ouais. On va mettre ça dans la description de toute façon. Puis t'es aussi... J'ai ma chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Là, je sais que tu as plusieurs liens. Mais ça aussi, la chaîne YouTube, c'est une belle plateforme que tu alimentes beaucoup. Ouais. Qui est super intéressant. Fait que ça aussi, on va le mettre en description. Y a-tu d'autres places qu'on peut te rejoindre? Ben, fondamentalement, c'est ça. Là. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, courriel... super. Je suis assez... je réponds vite. Oui. Puis avant qu'on se lève, j'ai un petit cadeau pour toi. Cadeau d'invité. C'est des lettres bienveillantes. Fait qu'il y a 5 lettres qui en gros, ils ont un texte chaque qui veut dire qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu.
Puis de prendre ce moment-là comme une belle synchronicité de gratitude, justement, de dire, wow, il y a quelqu'un qui a pensé à moi de mettre ça quelque part. Puis de prendre ce moment-là, soit pour soi, un petit 5 minutes, se faire une gâterie, quelque chose qui nous amène un bonheur. Puis ça, ben, on en laisse un peu partout. Fait qu'on est rendu à 2100 lettres, je pense, qu'on a distribuées. Puis c'est ça, des fois, moi, j'en laisse, mettons, dans des épiceries, dans des quincailleries, à bibliothèque, dans un parc. Je laisse un petit peu partout. Fait que la synchronicité fait que la personne qui a besoin de voir ça, ben, elle trouve ça, puis on se connaîtra jamais. Mais c'est une belle intention de bienveillance. Ça m'inspire de rajouter un mot. Je dirais à travers la synchronicité, hein, c'est là qu'on découvre toute la magie de comment on peut vivre, hein, et de connecter aux autres. Ça, c'est important. Puis là, on est dans notre plein potentiel. À un moment donné, tu arrives sur ton X, là, le fameux Ikigai. Ouais. Puis là, tu te sens comme fou. Ça flotte. En pleine expansion. Oui. Ouais, puis c'est vrai que c'est plein de synchronicités aussi qui vont t'amener là. On sait jamais pourquoi qu'il nous arrive quelque chose, mais au final, il y a toujours une bonne raison. Merci Brigitte, merci à tout le monde aussi. Si tu as aimé l'épisode, je te souhaite fortement de partager parce que je pense que ce que tu as dit aussi, Brigitte, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de gens qui peuvent être inspirés de ça, de ton discours. Puis je pense de connaître aussi des nouvelles façons de faire et d'être. Ça fait juste du bien. Fait que n'hésitez pas à partager, puis à laisser un beau 5 étoiles, aller voir la clinique aussi à Brigitte, la suivre sur ses réseaux. Elle fait plein de belles choses. Fait que merci tout le monde. Merci Brigitte. Merci Francis. C'était un réel régal. Pareillement.